bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour du coup cette intervention concernant le design, clé de succès pour l'industrie française. Donc je vais me permettre de me présenter, nos intervenants. Donc, je m'appelle Emmanuel Touhan, je suis président et non pas présidente de l'Agence pour la promotion de la création industrielle. Je suis designer en activité depuis une vingtaine d'années. J'ai monté une agence conseil qui s'appelle DC, qui fait du conseil en intégration du processus de design dans les entreprises, PME, ETI principalement, dans les domaines de la santé, agroalimentaire ou assurance. À ma gauche, j'ai Anne-Marie Sargueil, qui est la présidente de l'Institut français du design, qui intervient aux côtés de Claire Tréfou, qui est directrice du design et de l'innovation chez Thales. Je les laisserai évidemment se présenter tout seul ensuite plus longuement. Et je remercie aussi Mathias Von Eu, responsable d'innovation chez KNDS. Je les remercie beaucoup d'être là parce que souvent, quand on parle de design en France, on pense mode, luxe, ameublement. Vous avez l'impression qu'on a fait des études d'art. Et c'était vachement intéressant d'avoir des designers qui, tous les jours, travaillent des sujets de sécurité, de défense, d'armement, de qualité de vie du soldat et donc tout ce qui accompagne le processus de conception. Je ne vais pas prendre longtemps, juste pour vous rappeler que l'Agence pour la promotion de la création industrielle rapidement présente le design en s'appuyant sur la Danish Design Ladder. Donc ça veut dire que dans la plupart des entreprises françaises, il n'y a pas de design, c'est le marketing qui décide de la différenciation en fonction d'un marché. Et le premier niveau de design qu'on accepte, et Anne-Marie pourra développer, c'est le sujet, le design comme élément stylistique, comme esthétique, ce que beaucoup de gens comprennent. Et c'est important parce que c'est le premier élément qui va permettre d'amener de la valeur ajoutée à vos produits ou à vos services. Ça veut dire que vous partez d'une situation donnée et vous allez améliorer la valeur de vos produits ou services. Parce que le design, même si c'est une dimension esthétique, ça permet de donner un plus à l'ensemble projet que vous êtes en train d'accompagner. Qu'on parle d'un service, d'une application, d'un produit ou d'un espace. L'étape 3, c'est le design en tant que processus d'amélioration des usages. Alors ça, c'est une fois qu'on a grimpé la marche de l'esthétique, on travaille sur grimper la marche de l'accessibilité, de la cohérence entre le produit, le service et ses utilisateurs, ses usagers. On peut faire la différence. Un utilisateur, ça utilise le produit comme un mainteneur, par exemple, qui va le réparer. Et un usager, c'est quelqu'un qui utilise le produit tous les jours. Et enfin, quatrième niveau d'intégration du design dans les entreprises et les organisations. Là, on parle du design au sens anglo-saxon du terme. Le design comme stratégie, ça veut dire comment intégrer aujourd'hui les facteurs exogènes. Ça veut dire les différentes crises qui nous tombent dessus. Ça veut dire le vieillissement démographique, la crise climatique, la crise des ressources, la crise géopolitique. Tout ça, ça influence nos business. Et du coup, ça nous oblige à faire un pas de côté. L'intérêt d'intégrer le design dans sa stratégie d'organisation, ça permet d'utiliser les outils du design pour vous aider à prendre la décision. Le designer, il est là comme un outil au service des dirigeants et au service des process de l'entreprise et pas du tout comme un créatif ou créateur qui va poser son stylo, dessiner puis s'en aller. On est vraiment sur un sujet d'utilisation du design dans le process d'innovation de l'entreprise. Je m'arrête là et je laisse Anne-Marie présenter l'Institut français du design et les Janus. Je te laisse parler, Anne-Marie. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voudrais juste savoir, parmi les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez lever le doigt, ceux qui savent ce que c'est que le design? Les autres, je considérais que c'est des touristes, mais on s'en occupe quand même. Oh là, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas mal. Il y a une personne qu'on pourrait présenter qui est Anna Asensio, qui est directrice du design chez Dassault, leader mondial. Donc pour vous dire que le design, c'est pas que de l'ameublement. Voilà, très rapidement, l'Institut français du design, c'est une structure qui est assez ancienne, puisqu'elle a été créée en 1951. Et on décerne un label qui s'appelle le label Janus. On dira un autre jour pourquoi il s'appelle comme ça. D'abord, Janus, il a deux visages. Donc, il a à la fois la mémoire et la connaissance de l'avenir. Et on a dans l'organisation de ce jury 5 critères majeurs qui permettent de dire qu'ils répondent à des enjeux. Et ces enjeux, ce sont des enjeux d'économie. Donc le design, c'est un investissement, donc il faut gagner de l'argent, donc il faut réduire le nombre de pièces, donc il faut intervenir dans différents sujets tout au long du parcours. Il y a des enjeux d'ergonomie, ça c'est presque aussi une des premières caractéristiques de ton métier, c'est d'être capable de penser au confort de l'usager. Et le confort, ça peut être la maintenance, ça peut être des éléments qui vont faciliter tous les gestes. Et puis l'esthétique, surtout croyez pas que c'est pour faire des jolis, ce ne sont pas des peintres, mes voisins. Donc ce sont des créatifs, bien sûr, qui ont le sens de l'harmonie, qui ont le sens de tout ce qui va toucher, de tout ce qui va être sensible. J'ai une jolie phrase que je fais entre parenthèses. Quelqu'un me disait l'autre jour, finalement, le design, c'est coordonner les émotions pour tous les rendez-vous
de la marque avec tous les tiers. Donc c'est vraiment la notion d'esthétique, elle est aussi dans la transversalité. Il y a un autre critère, vous imaginez, qui est majeur, ce sont les enjeux d'aujourd'hui sur l'éthique. L'éthique dans lesquelles on retrouve l'écologie, dans lesquelles on retrouve l'économie des matériaux, des ressources, de l'énergie, de la décarbonation, et puis ce dernier E de l'émotion que je viens d'évoquer. Voilà, mais je pense que maintenant, oui, je voudrais vous dire rapidement que à l'Institut français du design, comme on existe depuis 1951, eh bien, on est préoccupé par des activités qui sont liées aux anniversaires de marque et aux promotions des jeunes talents au travers de leurs projets de diplôme. Et je suis particulièrement fière, parce qu'elle n'est pas toujours là, de voir que Anne Asensio a été récompensée par un jury, dont Philippe Stark et tous les grands de la profession, qui ont dit que c'était le meilleur projet parmi tous les jeunes designers de l'époque. Est-ce que tu peux lever le bras, Anne, pour dire que tu es là ? Voilà, elle est là, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et puis, donc j'ai mis deux exemples pour montrer aussi la diversité du design. L'une, c'est l'antenne Safran, qui est une antenne qui sert à donner de la visibilité sur la technologie. Vous imaginez bien que 99% sont des ingénieurs, oui, mais sans designer, ils n'auraient pas eu la visibilité et le succès que l'entreprise, même si elle s'appelle Safran, a eu à l'étranger. Et puis un autre projet que nous avons eu avec le label Janus, très formidable, qui sont les 10 ans passés par l'agence de Patrick Join avec la société du Grand Paris Express. Donc ça veut dire que le design, comme Emmanuel Touan l'a dit, c'est tous les secteurs de notre vie quotidienne, de l'entreprise, de l'économie, du service, que ce soit des organisations publiques. Il pourrait y avoir un ministre du design. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs à Singapour. Non, voilà. Alors, donc, effectivement, il y en a un à Taïwan. Ben voilà. Taïwan, à Singapour, ils sont en train d'y réfléchir. Mais en gros, en Asie, ils sont assez avancés par rapport à nous. Mais on pourrait prendre aussi le cas de nos voisins anglais. Chez nos voisins, il y a 270 000 designers en activité. Cotés en bourse. Dans l'économie. Chez nous, il y en a 60 000. Cherchez l'erreur, alors que l'industrie française n'est pas vraiment moins bonne que l'industrie anglaise si on compare au sens production du terme. Maintenant, merci beaucoup Anne-Marie pour ton intervention. Un dernier mot qui n'était pas de moi, puisque c'était Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais, qui avait eu une baseline pour tout son pays, Creative Britain. Et quand quelqu'un était revenu au label Janus où j'avais mis cette phrase, il y en a un qui a dit Creative France, mais ce n'était pas vrai. La vérité. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton témoignage. Je vous propose maintenant d'écouter Claire Tréfou. Donc je te laisse te présenter Claire et puis nous présenter ce que tu fais chez Thales. Okay. Bonjour à tous, donc moi je suis Claire Tréfou, donc je suis responsable des activités design et d'innovation chez Thales et plus précisément chez Thales X. On a monté en fait un labo de design il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans exactement, et en fait la spécificité c'était vraiment de faire du design avec des designers parce qu'en fait assez vite dans ce type d'entreprise on va avoir de l'innovation, on va avoir du design thinking et on va avoir finalement peu de gens qui fabriquent et qui font du design, qui dessinent, qui sont issus de ce genre d'école, de culture et donc qui vont vraiment amener quelque chose d'un petit peu différent. On a monté le design au début, c'est un peu ce que montrait tout à l'heure Emmanuel. Donc au début vraiment dans le faire, donc dans les projets. Et au fur et à mesure, on est monté jusqu'à la stratégie. Tout simplement parce qu'en fait le design c'est vecteur de compétitivité. Je crois que c'est le thème de la table ronde aujourd'hui. C'est vecteur de compétitivité sur plein d'aspects. Déjà on regarde pas la même concurrence que les ingénieurs ou les marchés, etc. Et donc du coup on va vraiment apporter quelque chose en plus. On va amener un œil en plus et donc positionner des produits différemment. On va être beaucoup sur le terrain et donc du coup on va aussi instaurer une forme de confiance en fait entre nos interlocuteurs, donc entre le client, l'utilisateur et finalement ce qu'on va dessiner avec lui. On va aussi amener en termes d'innovation en fait la possibilité de faire projet et donc du coup de faire des brevets, ce qui est en fait un vrai vecteur de compétitivité dans les grosses entreprises comme Thales où c'est clairement en fait des KPI qui sont regardés. Et on va aussi amener aussi de la célérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va donner à voir de manière générale en fait, le concept d'emploi du projet en devenir. Et donc, du coup, on va le contextualiser, ce qui va permettre aux équipes d'avoir encore plus d'idées. Et en fait, on va fertiliser comme ça des idées. Et c'est vraiment l'adage, un dessin vaut 1000 mots. Et donc, du coup, au-delà de la spécification, on va pouvoir rendre tangibles des idées potentielles et du coup, les valider et ou les invalider.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire évoluer en tout cas la vision que pouvait avoir le design au tout début, qui était plutôt une vision de l'ordre de la forme, la shape, la robe de l'objet. Et donc là, on voulait vraiment l'instaurer dans une stratégie, dans une politique produit, et donc donner à voir cette politique produit. On peut enchaîner. Je vais vous présenter un projet particulier où là on est vraiment parti. Donc moi je suis dans le domaine de la défense, vous l'aurez compris. Donc moi je travaille avec des grosses industries. Donc on a un parc industriel à Cholet. Quand on dessine, évidemment, quand on est designer, en fait on doit connaître notre parc industriel parce qu'en fait j'aurais beau faire tous les dessins du monde, à un moment on va pas aller acheter une nouvelle machine juste parce que j'ai décidé que. Donc en fait c'est des investissements qui sont colossaux. Donc je dois connaître mon parc industriel. Je dois connaître l'écosystème des objets et je dois connaître, moi, vu que je vais travailler en fait pour des projets qui vont sortir dans 5-10 ans, je dois aussi connaître en fait les innovations qui sont en cours chez mes concurrents et ou chez les membres de la BITD, base industrielle de défense, comme par exemple Mathias. Et donc en fait, c'est en connaissant tout cet écosystème que je vais pouvoir projeter des usages pour mes opérationnels et je vais pouvoir aller vers des produits qui seront du coup des produits que nous vendrons dans notre entreprise. Donc du coup, là, on va travailler sur un scénario prospectif avec la Red Team. On a travaillé avec donc le ministère des Armées et donc avec les opérationnels et donc on est allé sur le terrain. Là, Là, le but, c'était de projeter à horizon 2035 un équipement en fait, pour les troupes aéroportées. Donc, les troupes aéroportées, c'est des shooters opérationnels qui sautent à très haut niveau d'altitude. Donc, on est allé sur le terrain, on l'a vu. Donc, du coup, on a sauté avec eux. On voulait voir l'écosystème des objets. On a travaillé avec différents membres de la BITD et on a commencé à dessiner en fait ce que pouvait être un casque. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur le dessin d'un casque de ce type-là, en fait, on va être plein d'industriels différents en fait, à travailler et à se partager le marché. C'est essentiel parce qu'en fait, le travail du designer, ça va être bien être de rendre tangible en fait, un casque qui sera ensuite morcelé par l'industrie. Et en fait, cette image globale de l'objet qui sera ensuite fabriqué, en fait, comme ça, les ingénieurs et les BE, etc., l'auront toujours en tête. Et c'est ce qui va faire qu'on va arriver à avoir une cohérence et qu'on va avoir un objet efficient. Parce que le design, c'est certes pour être beau, pour faire de la shape, etc., pour avoir une image particulière, mais c'est aussi pour être efficient. Et donc, du coup, on va faire de l'architecture système. Pour les ingénieurs qui sont ici, vous savez ce que ça veut dire. Donc, en fait, on va faire de l'architecture système, juste on va la rendre tangible, ce qui va permettre, en fait, de pouvoir positionner les bonnes technologies aux bons endroits. Par exemple, on va avoir le swap de petites technos, en fait, qui permettent de débruiter. Et on va avoir de la réalité augmentée. Et on va allier comme ça le hardware et le software. Et donc, du coup, c'est vraiment cette image générale-là qu'on va donner à voir et qu'on va pouvoir tester. Donc pareil, côté Thales, là, on a monté des Fab Labs. Le but, c'est de fabriquer plus vite, de faire des petits protos. En fait, la matière résiste. Si on veut faire un objet, si on veut faire un produit, le mettre sur le marché demain, en fait, il faut le fabriquer, il faut le tester. Ça n'existe pas un seul dessin. Première itération, c'est juste, ça n'existe pas. Donc, je vous le dis. Ou alors, celui qui y arrive, franchement, dites-le moi. Mais en fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, il faut tester. Et pour tester, il faut fabriquer. Pardon. Merci. Dernière image, et ensuite, Mathias, je te laisse la parole. Dernière image. Donc là, on est plutôt sur les besoins d'aujourd'hui, maintenant. Je voulais la montrer parce que c'est assez intéressant. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, en tout cas. J'ai fait un petit tour et je trouve qu'on parle beaucoup d'IA. Évidemment, chez Thales, on travaille avec l'IA, on en fait, enfin voilà. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes, en tout cas, sur ce projet-là. Là, on est sur un command and control. Un command and control, c'est en gros, on va dire le software du commandement pour l'armée de terre et les autres armées. Et forcément, on va intégrer de l'IA dehors. La question a été comment on intègre de l'IA, pour faire quoi en réalité, parce qu'en fait, on peut faire tout plein d'IA dans tous les sens, etc. Et évidemment, il y a une question d'accès à la donnée, etc., mais qui est assez vite évacuée chez nous parce qu'on a des clouds particuliers, etc. Mais la vraie question était pour faire quoi, pour être efficace sur quoi, à qui je donnais la main et comment je la rendais explicable, etc. Donc là, pareil, en fait, on a été sur le terrain
Et on a surtout amené nos ingés sur le terrain avec nous, donc nos algorithmiciens, en fait, pour qu'ils comprennent le besoin du terrain et qu'on ait une algorithmique qui soit fitée vraiment dans notre software avec le besoin opérationnel. Et en fait, cette petite richesse-là, qui n'a l'air de rien, en fait, de vraiment les amener sur le terrain, en fait, elle change tout parce que même d'un point de vue mathématique, en fait, l'algorithme n'est pas du tout le même. Parce qu'en fait, ils ont compris à quoi allait servir l'objet tout entier. Et donc c'est assez important parce qu'en fait, quand on réfléchit, par exemple, OpenAI avec ChatGPT, en fait, on avait des algorithmes d'IA qui existaient depuis assez longtemps. Et en fait, ChatGPT, ça s'est démocratisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait un accès hyper facilité. C'est hyper simple de l'utiliser, n'importe qui peut l'utiliser, etc. Et en fait, c'est cette simplicité-là qui fait que du coup, la technologie devient quelque chose, finalement, des usages communs, etc. Et le design, ça sert à ça. Ça sert aussi à donner, en fait, accès à une technologie quelque part assez complexe, mais de manière très très simple. Voilà pour nous, voilà ce qu'on fait chez Thales. Merci beaucoup Claire. J'ai quand même une question à te poser. Tu parlais du lab d'innovation que tu diriges. Donc il y a des designers, on l'a compris, mais il y a quoi d'autre comme profession qui vous permet de réussir à concevoir? Parce que on n'est pas du tout le design pour le design, mais on est le design au service d'eux, c'est ce que je disais en introduction. Est-ce que tu pourrais nous présenter les autres profils avec lesquels vous bossez? Alors donc nous, on a des designers, effectivement, on a des ingénieurs facteurs humains, et on a des algorithmiciens. Et en fait, on fait un truc qui s'appelle le design en résidence, qui est complètement calqué sur nos résidences de design qui sont connues. Et donc, du coup, on fait venir des experts. Par exemple, on va avoir des experts des formes d'ondes, etc. Et en fait, on va travailler avec eux. Le design, je suis complètement d'accord avec toi, ça ne se fait pas du tout seul. Et donc, c'est vraiment l'agrégation de toutes ces compétences qui font qu'on arrive à ce type de produit. Un grand merci pour ce témoignage. Et du coup, je propose à Mathias Van Heu de témoigner sur ce qu'il fait au sein de KNDS. Je te laisse prendre la parole et puis tu me dis quand je passe, à moins que tu veuilles la télécommande. Ok. Tiens. C'est assez clair. Merci Claire. À mon tour, du coup, je switch. Non, raté. Le temps de la prendre en main. Donc, moi, je suis Mathias Van Heu. Je travaille pour KNDS, qui est... Je travaille pour... c'est mieux. Donc, je suis Mathias Van Heu. Je travaille chez KNDS, qui est une autre entreprise de la BITD française. En gros, les matériels qu'on fabrique sont ceux qui sont en Ukraine, qui défilent au 14 juillet. Il y a des robots, etc. Et j'ai commencé par, vous le verrez, créer l'intégration du design dans cette entreprise. Et maintenant, je suis responsable de la démarche d'innovation pour le groupe et ses filiales, le groupe français. On peut se demander ce que des grands groupes ont à dire sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est entrepreneuriat et innovation. Et en fait, le point de pivot, c'est justement, par rapport au design, l'innovation. La manière dont on peut avancer, dont on peut structurer en fait cette innovation, c'est ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire avec une démarche de designer, comment est-ce qu'on peut systématiser la génération d'innovation et le pilotage de cette innovation. C'est ce que fait finalement mon entreprise, mon équipe, excusez-moi, mon équipe, et c'est un ensemble de chefs de projet en fait qui vont avec la méthode du design piloter et accompagner et entreprendre en interne avec les business units, les business partners, les experts et les partenariats extérieurs. C'est là qu'on refait le fil. Et en fait, cette équipe, elle va piloter plus d'une centaine d'idées en 2024. Dans cette centaine d'idées, il y en a un quart qui sont des idées qui passent en incubation. Ça veut dire qu'elles sont suffisamment intéressantes, mais qu'elles ont besoin d'être maturées. Vous avez 15 de ces idées qui sont devenues des projets, c'est-à-dire qu'elles trouvent un sponsor. Donc ça, c'est notre cœur, ce sur quoi on met le plus d'efforts. Et dans ce lot de 15, on a 7 idées qui passent à l'échelle, puisque c'est l'objectif final du travail de cette équipe. Passer à l'échelle, ça veut dire qu'on a convaincu un sponsor que ce qu'on avait maquetté, ce qu'on avait précisé, le modèle d'affaires, etc., était suffisamment intéressant et différenciant pour l'entreprise et que c'est vendu à un client ou intégré dans une offre, ou si c'est un sujet de process, par exemple, ou de changement de culture d'entreprise, est adopté par l'entreprise. Vous le voyez aussi, les projets travaillés avec le design ne sont pas que produits. Ils concernent aussi la finance, la manière de vendre les produits, ils concernent aussi les process. Donc ça, c'est pour le petit CV. Quand on parle
d'application du design, en fait, c'est 8 sessions de créativité. Donc avec les congés, etc., c'est presque une par mois qui vient approfondir un sujet de manière collective, polymétier, à la façon de ce qu'a décrit Claire, tout simplement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on va, comme je le disais, ça ferait aussi à réfléchir à comment est-ce qu'on intègre ces innovations, comment est-ce qu'elles trouvent leurs clients, leurs utilisateurs. C'est ça finalement le but, c'est l'idée qui trouve son marché. On parle quand même de design. On a commencé à faire tout ça chez KNDS avec quand même l'esthétique, qui est une dimension importante dont a parlé Emmanuel et dont on a tous parlé finalement, Anne-Marie aussi. Et ça a commencé chez nous en se posant la question de la forme que prend ce produit. Et pourquoi est-ce que ça nous aide? Vous voyez, au travers d'un élément très simple, dans les outils du design, il y a le dessin et il y a la projection. C'est-à-dire qu'en partant du postulat qu'on va choisir l'image du produit qu'on est en train d'inventer, qui n'existe pas encore, ou qui évolue, on est obligé en fait de s'intéresser à la vie du produit de bout en bout. Comment est-ce qu'on le conçoit, comment est-ce qu'on le fabrique, comment est-ce qu'on va le recycler, comment est-ce qu'on va le réemployer. Et en fait, c'est en grattant la question de l'aspect qu'avec des bons designers, on arrive à faire rentrer dans cette réflexion d'autres métiers pour finalement rendre possible cette idée. Faire un beau sketch et se dire cette idée est lumineuse, c'est très bien. La rendre possible, il y a 36 mois entre le gribouillis et le premier véhicule fabriqué. Ça demande aux designers d'aller à la rencontre des métiers, des ingénieurs, etc., qui s'approprient aussi les outils des autres pour que son langage et sa réflexion soient intelligibles et adoptables par le reste des métiers. Et c'est ainsi qu'en commençant à se poser la question de à quoi ça ressemble, qu'on en vient à se dire mais comment est-ce qu'on va le faire, à quoi est-ce qu'il va servir, qui vit dedans. On s'intéresse à la vie du produit. Et on peut aller bien plus loin que l'esthétisme. C'est ce qui est de plus intéressant dans le design, dans cette réflexion et dans cette posture. Finalement, c'est le fait de construire des propositions de valeur. En allant plus loin, en allant à la rencontre de nos utilisateurs, Claire l'a dit, ils sont allés sauter avec l'étape du futur. Nous, on fait venir, ou on va à la rencontre des régiments ou des gens qui les représentent, et on leur fait jouer dans un contexte futur ce que sera la guerre de 2040, par exemple. Où sont nos intérêts, quels sont nos moyens, et on leur fait cette somme de contraintes pour les faire résoudre, pour les impliquer aussi, pour que justement cette vie du produit, elle soit au cœur de la réflexion. Et ça passe par des objets très simples, c'est-à-dire vulgariser des technologies, Claire en a parlé aussi, savoir ce qui sera disponible et qui fera la différence dans 20 ans, dans 30 ans, c'est important. Et comment est-ce que ces briques, ces technologies, on en fait des produits, des systèmes. C'est là aussi qu'est l'innovation. Et ces systèmes sont mis en œuvre par des éléments aussi simples que des maquettages, des cartographies, et jusqu'à des 3D et des dessins. Et le fait de formaliser, le fait de rendre disponible, ça aide les gens à se projeter en se disant « Ok, la conséquence de ce que j'étais en train de dire, c'est ça. Je ne peux pas avoir tout en même temps. C'est mon système va coûter plus cher, ou mon système sera moins simple, ou je pourrais me payer moins de systèmes. » Et on le force à se poser ces questions. Évidemment, ça marche aussi avec les ingénieurs à l'intérieur de l'entreprise, et c'est ce qui fait qu'on arrive à identifier ce qui fera la rupture de demain. Le camion que vous avez vu avant, c'est le César, qui est un camion d'artillerie qui sert notamment en Ukraine. Quelle est la forme du César en 2050? C'était déjà une rupture à son époque, il faut inventer autre chose. Et c'est par ces moyens-là qu'on arrive, par des scénarios, etc., à faire en sorte que les gens se projettent. Mais du coup, on voit que là, ça sert la forme et l'architecture du produit. Je suis d'accord avec Claire sur le sujet de l'accélération, finalement, et de l'implication. C'est-à-dire qu'on peut faire des coups, on peut amener du design, on peut emmener les gens dans le design avec les modèles que vous avez vus avant, et on peut aussi les rendre acteurs du design, en particulier les gens qui s'occupent d'innovation. Et ce que vous voyez du coup à l'écran, c'est le résultat de 6 mois de travail. On partait d'une page blanche avec juste une question: comment est-ce qu'on intègre les drones d'un point de vue système dans un véhicule militaire? Et avec les 7 bonnes personnes pilotées comme il faut, en les emmenant dans le design, en fait, on arrive à leur faire confiance et à leur faire chercher des solutions. Et il y a du darwinisme qui s'opère, c'est-à-dire qu'ils ont le véhicule en face d'eux, ils vont fabriquer les choses dans un réseau de Fab Lab. Encore une fois, on utilise les mêmes moyens. Et ils vont se rendre compte de la vie qui s'opère à l'intérieur. Donc on met des ergonomes, on met des ingénieurs, des architectes électriques, architectes vétroniques.
Et c'est eux qui vont construire la forme, l'usage qui va bien, encadré par des designers sur des temps courts, pour reproduire un peu ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, où ils n'ont pas le choix, il faut survivre, ils essayent des trucs, ça marche, on garde, ça marche pas, on élimine. Là, c'est le même principe, ce qui fait qu'à la fin, on arrive à avoir des choses très concrètes qu'on peut essayer, qu'on peut déployer, simplement en emmenant les gens dans le design. Voilà, et je conclurai, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par ces 3 thèmes, donc le design, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, si vous n'avez pas de designer, un bon moyen, c'est de commencer à vous intéresser à du design thinking. C'est pour ces raisons-là qu'en fait, on a vulgarisé, on a théorisé le design pour le rendre disponible aux autres. C'est un premier pas. Sinon, vous pouvez commencer à travailler avec des designers. Il y a plein d'agences, notamment celle d'Emmanuel, qui peuvent vous aider et ça coûte pas si cher par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, 2 mois de travail, vous allez tout changer en fait. C'est ça. Au début, il faut se convaincre qu'on va y arriver. Il y a une forme d'incertitude comme partout dans l'innovation. Et si vous voulez lire aussi ou théoriser, vous pouvez vous intéresser à RID, qui a été fait par Central Supélec et qui vient agglomérer donc Radical Innovation Design. C'est un livre numérique qui vient théoriser tout ce qu'on a dit. Alors, tout n'est pas bon à prendre, tout ne va pas convenir à votre format, mais c'est un bon moyen de vous mettre le pied à l'étrier. Et puis sinon, engager des designers ou travailler avec des designers. Un grand merci Mathias pour ton intervention. Donc en fait, dans les interventions que vous avez faites, ce que je comprends moi, c'est que le designer, c'est finalement un médiateur de l'innovation, plus que le concepteur complètement descendant. C'est que c'est lui qui va aider les gens et les systèmes à travailler ensemble pour produire de l'innovation plus vite. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas... Voilà, on peut éteindre le diaporama parce que ça ne sert à rien. Je citerai un chiffre qui est intéressant, qui est un chiffre coréen de 2022, puisqu'ils ont mené une étude sur l'intérêt d'intégrer le design dans une organisation. Et au niveau des innovations, l'intégration du design, ça permet d'accélérer la mise en place du premier prototype marché par 7 au niveau du temps de déploiement. C'est-à-dire qu'on réduit le temps d'innovation et le temps de mise sur le marché du premier proto par 7. C'est-à-dire que sur la deep tech française, dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui un peu partout, ça veut dire qu'on ne mettrait pas 12 ans à mettre sur le marché, on en mettrait 4. Ce qui est énorme dans la façon qu'on va avoir d'affronter finalement les innovations de demain. Et un dernier point avant de vous laisser réagir. On a parlé de finance, on a parlé d'intelligence artificielle. Bon, il y a un truc qui s'est passé cet été, en juillet. C'est que le patron d'OpenAI, vous avez vu, il a investi sur le design 6 milliards 500 millions d'euros en achetant l'agence de design de Johnny Ives et en lui confiant la conception de l'intelligence artificielle. Et les patrons, Johnny Ives était l'ancien design manager d'Apple. Les patrons français sont restés un peu comme des lapins dans les phares. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on donne un truc aussi important à un designer et pas à des ingénieurs et pas des développeurs produits numériques? Et bien tout simplement parce que pour construire une intelligence artificielle, il faut la penser. Il faut penser le terrain, penser l'usage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on met le design, et c'est stanfordien comme façon de traiter le sujet, mais on met le design au plus près des innovations qu'on a besoin d'enclencher, parce qu'en fait, en mettant l'humain au cœur du sujet, que ce soit l'humain professionnel ou l'humain utilisateur, vous accélérez votre déploiement et évidemment, vous baissez vos coûts de production puisqu'on va plus vite vers l'organisation. Je vais vous laisser finir tous les 3 par un mot chacun, il nous reste 2 minutes. Anne-Marie ? 2 mots, intelligence collective. Moi, je dirais juste... on a un truc nous, qui s'appelle Design by Layer. Donc, c'est ne pas détacher le fond et la forme. Donc, c'est valable pour les technologies. Donc, en fait, quand on fait de l'architecture, typiquement sur une carte électronique, c'est potentiellement le fond, mais en fait, la forme est forcément jointe. Donc, en fait, on ne peut pas jouer l'un sans l'autre. Nous, on a un mantra qui est Go Fast, Fail Fast au pôle innovation. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut finalement tester plein de solutions et avoir le droit de se tromper. Et c'est hyper important si vous avez à entreprendre ou à tester des choses. En fait, c'est cette ouverture et cette curiosité que vous allez obtenir grâce au design. Donc, je vous encourage à l'employer de tout cœur. Comme il nous reste 1 minute, est-ce que vous auriez une question? Alors, pour intelligente, me dit ma voisine. Mais si elle n'est pas intelligente, c'est bien quand même. Oui, allez-y. J'interviens parce que je connais un petit peu le sujet, je suis designer aussi, mais je sais qu'il y a une question de mentalité en France, j'ai l'impression, par rapport aux autres pays,
où le design est moins intégré dans les entreprises, etc. Mais comment est-ce que vous voyez une potentielle évolution pour qu'on puisse ressembler à d'autres pays comme ceux que vous avez évoqués, l'Angleterre, etc. Alors là, je vais prendre ma casquette institutionnelle et je vais essayer de faire vite. On a un problème de culture du design en France parce qu'à l'époque de l'élection de Mitterrand et Jack Lang, on a mis le design sous les industries culturelles et créatives et donc mode, luxe et globalement ameublement. Et donc en fait, on a séquencé le design sur ce sujet-là comme les Italiens. Et d'ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on voit que les Coréens, les Japonais, à Singapour ou en Australie, on a des designers partout dans tous les secteurs d'activité. Et on commence à être écouté. La preuve, c'est qu'on rentre à la Direction Générale des Entreprises, au ministère de l'Industrie, et on n'est pas seulement écouté par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, le secrétariat général pour l'investissement et Bruno Bonnel ont investi 9 millions d'euros sur l'enseignement du design hybridé avec les autres compétences. Pour moi, c'est un des facteurs qui nous permet de dire on avance. Merci à tous pour votre écoute. Merci.